Chapitre 14 – Le fleuve noir. La portion du globe terrestre occupée par les eaux est évaluée à 3 832 558 myriamètres carrés, soit plus de 38 millions d'hectares. Cette masse liquide comprend 2 250 millions de miles cubes et formerait une sphère d'un diamètre de 60 lieues dont le poids serait de 3 quintillions de tonneaux. Et, pour comprendre ce nombre, il faut se dire que le quintillion est au milliard ce que le milliard est à l'unité. C'est-à-dire qu'il y a autant de milliards dans un quintillion que d'unités dans un milliard. Or, cette masse liquide, c'est à peu près la quantité d'eau que verseraient tous les fleuves de la Terre pendant 40 000 ans. Durant les époques géologiques, à la période du feu succéda la période de l'eau. L'océan fut d'abord universel. Puis, peu à peu, dans les temps siluriens, des sommets de montagnes apparurent, des îles émergèrent, disparurent sous des déluges partiels, se montrèrent à nouveau, se soudèrent, formèrent des continents, et enfin les terres se fixèrent géographiquement telles que nous les voyons. Le solide avait conquis sur le liquide 37 657 miles carrés, soit 12 916 millions d'hectares. La configuration des continents permet de diviser les eaux en 5 grandes parties. L'océan glacial arctique, l'océan glacial antarctique, l'océan Indien, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. L'océan Pacifique s'étend du nord au sud entre les 2 cercles polaires et de l'ouest à l'est entre l'Asie et l'Amérique sur une étendue de 145 degrés en longitude. C'est la plus tranquille des mers. Ses courants sont larges et lents, ses marées médiocres, ses pluies abondantes. Tel était l'océan que ma destinée m'appelait d'abord à parcourir dans les plus étranges conditions. « Monsieur le professeur, » me dit le capitaine Nemo, « nous allons, si vous le voulez bien, relever exactement notre position et fixer le point de départ de ce voyage. Il est 12:00 moins le quart. Je vais remonter à la surface des eaux. » Le capitaine pressa 3 fois un timbre électrique. Les pompes commencèrent à chasser l'eau des réservoirs. L'aiguille du manomètre marqua par les différentes pressions le mouvement ascensionnel du Nautilus, puis elle s'arrêta. « Nous sommes arrivés, » dit le capitaine. Je me rendis à l'escalier central qui aboutissait à la plateforme. Je gravis les marches de métal et, par les panneaux ouverts, j'arrivai sur la partie supérieure du Nautilus. La plateforme émergeait de 80 cm seulement. L'avant et l'arrière du Nautilus présentaient cette disposition fusiforme qui le faisait justement comparer à un long cigare. Je remarquai que ces plaques de tôle, imbriquées légèrement, ressemblaient aux écailles qui revêtent le corps des grands reptiles terrestres. Je m'expliquai donc très naturellement que, malgré les meilleures lunettes, ce bateau eût toujours été pris pour un animal marin. Vers le milieu de la plateforme, le canot, à demi engagé dans la coque du navire, formait une légère extumescence. En avant et en arrière s'élevaient 2 cages de hauteur médiocre, à parois inclinées et en partie fermées par d'épais verres lenticulaires. L'une destinée au timonier qui dirigeait le Nautilus, l'autre où brillait le puissant fanal électrique qui éclairait sa route. La mer était magnifique, le ciel pur. À peine si le long véhicule ressentait les larges ondulations de l'océan. Une légère brise de l'est ridait la surface des eaux. L'horizon, dégagé de brume, se prêtait aux meilleures observations. Nous n'avions rien en vue, pas un écueil, pas un îlot, plus d'Abraham Lincoln, l'immensité déserte. Le capitaine Nemo, muni de son sextant, prit la hauteur du soleil, qui devait lui donner sa latitude. Il attendit pendant quelques minutes que l'astre vînt affleurer le bord de l'horizon. Tandis qu'il observait, pas un de ses muscles ne tressaillait, et l'instrument n'eût pas été plus immobile dans une main de marbre. « Midi, dit-il. Monsieur le professeur, quand vous voudrez. »
Je jetai un dernier regard sur cette mer un peu jaunâtre, des atterrages japonais, et je redescendis au grand salon. Là, le capitaine fit son point et calcula chronométriquement sa longitude, qu'il contrôla par de précédentes observations d'angles horaires. Puis il me dit « Monsieur Aronnax, nous sommes par 137 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest. » « De quel méridien ?» demandai-je vivement, espérant que la réponse du capitaine m'indiquerait peut-être sa nationalité. « Monsieur, me répondit-il, j'ai divers chronomètres réglés sur les méridiens de Paris, de Greenwich et de Washington, mais, en votre honneur, je me servirai de celui de Paris. » Cette réponse ne m'apprenait rien. Je m'inclinai et le commandant reprit « 37 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest du méridien de Paris et par 30 degrés et 7 minutes de latitude nord, c'est-à-dire à 300 miles environ des côtes du Japon. C'est aujourd'hui 8 novembre à midi que commence notre voyage d'exploration sous les eaux. »« Dieu nous garde !» répondis-je. « Et maintenant, monsieur le professeur, ajouta le capitaine, je vous laisse à vos études. J'ai donné la route à l'est-nord-est par 50 mètres de profondeur. Voici des cartes à grands points où vous pourrez la suivre. Le salon est à votre disposition, et je vous demande la permission de me retirer. » Le capitaine Nemo me salua. Je restai seul, absorbé dans mes pensées. Toutes se portaient sur ce commandant du Nautilus. Saurais-je jamais à quelle nation appartenait cet homme étrange qui se vantait de n'appartenir à aucune? Cette haine qu'il avait vouée à l'humanité, cette haine qui cherchait peut-être des vengeances terribles. Qui l'avait provoquée? Était-il un de ces savants méconnus, un de ces génies auxquels on a fait du chagrin, suivant l'expression de Conseil, un Galilée moderne, ou bien un de ces hommes de science comme l'Américain Maury, dont la carrière a été brisée par des révolutions politiques? Je ne pouvais encore le dire. Moi, que le hasard venait de jeter à son bord, moi, dont il tenait la vie entre les mains. Il m'accueillait froidement, mais hospitalièrement. Seulement, il n'avait jamais pris la main que je lui tendais. Il ne m'avait jamais tendu la sienne. 1 heure entière, je demeurais plongé dans ces réflexions, cherchant à percer ce mystère si intéressant pour moi. Puis, mes regards se fixèrent sur le vaste planisphère étalé sur la table, et je plaçai le doigt sur le point même où se croisaient la longitude et la latitude observées. La mer a ses fleuves, comme les continents. Ce sont des courants spéciaux, reconnaissables à leur température, à leur couleur, et dont le plus remarquable est connu sous le nom de courant du Gulf Stream. La science a déterminé, sur le globe, la direction de 5 courants principaux, un dans l'Atlantique Nord, un second dans l'Atlantique Sud, un troisième dans le Pacifique Nord, un quatrième dans le Pacifique Sud et un cinquième dans l'océan Indien Sud. Il est même probable qu'un 6e courant existait autrefois dans l'océan Indien Nord, lorsque les mers Caspienne et d'Aral, réunies au grand lac de l'Asie, ne formaient qu'une seule et même étendue d'eau. Or, au point indiqué sur le planisphère, se déroulait l'un de ces courants, le Kuro-Sivo des Japonais, le fleuve noir, qui, sorti du golfe du Bengale, où le chauffent les rayons perpendiculaires du soleil des tropiques, traverse le détroit de Malacca, prolonge la côte d'Asie, s'arrondit dans le Pacifique Nord jusqu'aux îles Alouétiennes, charriant des troncs de camphrier et autres produits indigènes, et tranchant par le pur indigo de ses eaux chaudes avec les flots de l'océan. C'est ce courant que le Nautilus allait parcourir. Je le suivais du regard, je le voyais se perdre dans l'immensité du Pacifique, et je me sentais entraîné avec lui quand Ned Land et Conseil apparurent à la porte du salon. Mes 2 braves compagnons restèrent pétrifiés à la vue des merveilles entassées devant leurs yeux. « Où sommes-nous ? Où sommes-nous »
s'écria le Canadien. « Au Muséum de Québec ?» « S'il plaît à monsieur, répliqua Conseil, ce serait plutôt à l'hôtel du Sommerard. »« Mes amis, répondis-je en leur faisant signe d'entrer, vous n'êtes ni au Canada ni en France, mais bien à bord du Nautilus, et à 50 mètres au-dessous du niveau de la mer. »« Il faut croire monsieur, puisque monsieur l'affirme, répliqua Conseil. Mais franchement, ce salon est fait pour étonner même un Flamand comme moi. Étonne-toi, mon ami, et regarde, car, pour un classificateur de ta force, il y a de quoi travailler ici. » Je n'avais pas besoin d'encourager Conseil. Le brave garçon, penché sur les vitrines, murmurait déjà des mots de la langue des naturalistes. Classe des gastéropodes, famille des buccinoïdes, genre des porcelaines, espèce des cyprès madagascariensis, etc. Pendant ce temps, Ned Land, assez peu conchyliologue, m'interrogeait sur mon entrevue avec le capitaine Nemo. Avais-je découvert qui il était, d'où il venait, où il allait, vers quelle profondeur il nous entraînait? Enfin, 1000 questions auxquelles je n'avais pas le temps de répondre. Je lui appris tout ce que je savais, ou plutôt tout ce que je ne savais pas, et je lui demandai ce qu'il avait entendu ou vu de son côté. « Rien vu, rien entendu, » répondit le Canadien. « Je n'ai même pas aperçu l'équipage de ce bateau. Est-ce que par hasard, il serait électrique aussi, lui ?»« Électrique ?» ?»« Par ma foi, on serait tenté de le croire. Mais vous, monsieur Aronnax, demanda Ned Land, qui avait toujours son idée. Vous ne pouvez me dire combien d'hommes il y a à bord? 10, 20, 50, 100? Je ne saurais vous répondre, maître Land. D'ailleurs, croyez-moi, abandonnez pour le moment cette idée de vous emparer du Nautilus ou de le fuir. Ce bateau est un des chefs-d'œuvre de l'industrie moderne, et je regretterais de ne pas l'avoir vu. Bien des gens accepteraient la situation qui nous est faite, ne fût-ce que pour se promener à travers ces merveilles. Ainsi, tenez-vous tranquille et tâchons de voir ce qui se passe autour de nous. « Voir » s'écria le harponneur. « Mais on ne voit rien, on ne verra rien de cette prison de tôle. Nous marchons, nous naviguons en aveugle. » Ned Land prononçait ces derniers mots quand l'obscurité se fit subitement. Mais une obscurité absolue. Le plafond lumineux s'éteignit, et si rapidement que mes yeux en éprouvèrent une impression douloureuse, analogue à celle que produit le passage contraire des profondes ténèbres à la plus éclatante lumière. Nous étions restés muets, ne remuant pas, ne sachant quelle surprise, agréable ou désagréable, nous attendait. Mais un glissement se fit entendre. On eût dit que des panneaux se manœuvraient sur les flancs du Nautilus. « C'est la fin de la fin, » dit Ned Land. « Ordre des hydroméduses, » murmura Conseil. Soudain, le jour se fit de chaque côté du salon, à travers 2 ouvertures oblongues. Les masses liquides apparurent, vivement éclairées par les effluences électriques. 2 plaques de cristal nous séparaient de la mer. Je frémis d'abord à la pensée que cette fragile paroi pouvait se briser, mais de fortes armatures de cuivre la maintenaient et lui donnaient une résistance presque infinie. La mer était distinctement visible, dans un rayon d'1 mille autour du Nautilus. Quel spectacle! Quelle plume le pourrait décrire? Qui saurait peindre les effets de la lumière à travers ces nappes transparentes et la douceur de ces dégradations successives jusqu'aux couches inférieures et supérieures de l'océan? On connaît la diaphanéité de la mer. On sait que sa limpidité l'emporte sur celle de l'eau de roche. Les substances minérales et organiques qu'elle tient en suspension accroissent même sa transparence. Dans certaines parties de l'océan, aux Antilles, 145 mètres d'eau laissent apercevoir le lit de sable avec une surprenante netteté, et la force de pénétration des rayons solaires ne paraît s'arrêter qu'à une profondeur de
300 mètres. Mais dans ce milieu fluide que parcourait le Nautilus, l'éclat électrique se produisait au sein même des ondes. Ce n'était plus de l'eau lumineuse, mais de la lumière liquide. Si l'on admet l'hypothèse d'Ehrenberg qui croit à une illumination phosphorescente des fonds sous-marins, la nature a certainement réservé pour les habitants de la mer l'un de ses plus prodigieux spectacles, et j'en pouvais juger ici par les 1000 jeux de cette lumière. De chaque côté, j'avais une fenêtre ouverte sur ces abîmes inexplorés. L'obscurité du salon faisait valoir la clarté extérieure, et nous regardions comme si ce pur cristal eût été la vitre d'un immense aquarium. Le Nautilus ne semblait pas bouger. C'est que les points de repère manquaient. Parfois, cependant, les lignes d'eau, divisées par son éperon, filaient devant nos regards avec une vitesse excessive. Émerveillés, nous étions accoudés devant ces vitrines, et nul de nous n'avait encore rompu ce silence de stupéfaction, quand Conseil dit « Vous vouliez voir, ami Ned ? Eh bien, vous voyez. » « Curieux, curieux, » faisait le Canadien, qui, oubliant ses colères et ses projets d'évasion, subissait une attraction irrésistible. « Et l'on viendrait de plus loin pour admirer ce spectacle. » « Ah !» m'écriai-je, « je comprends la vie de cet homme. Il s'est fait un monde à part qui lui réserve ses plus étonnantes merveilles. » « Mais les poissons, » fit observer le Canadien, « je ne vois pas de poissons. »« Que vous importe, ami Ned, répondit Conseil, puisque vous ne les connaissez pas. »« Moi, un pêcheur ?» s'écria Ned Land. Et sur ce sujet, une discussion s'éleva entre les deux amis, car ils connaissaient les poissons, mais chacun d'une façon très différente. Tout le monde sait que les poissons forment la 4e et dernière classe de l'embranchement des vertébrés. On les a très justement définis, des vertébrés à circulation double et à sang froid, respirant par des branchies et destinés à vivre dans l'eau. Ils composent 2 séries distinctes, la série des poissons osseux, c'est-à-dire ceux dont l'épine dorsale est faite de vertèbres osseuses, et les poissons cartilagineux, c'est-à-dire ceux dont l'épine dorsale est faite de vertèbres cartilagineuses. Le Canadien connaissait peut-être cette distinction, mais Conseil en savait bien davantage, et maintenant, lié d'amitié avec Ned, il ne pouvait admettre qu'il fût moins instruit que lui. Aussi lui dit-il « Ami Ned, vous êtes un tueur de poissons, un très habile pêcheur. Vous avez pris un grand nombre de ces intéressants animaux. Mais je gagerais que vous ne savez pas comment on les classe. »« Si, » répondit sérieusement le harponneur. « on les classe en poissons qui se mangent et en poissons qui ne se mangent pas. » »« Voilà une distinction de gourmand, » répondit Conseil. « Mais dites-moi si vous connaissez la différence qui existe entre les poissons osseux et les poissons cartilagineux. » « Peut-être bien, Conseil. » »« Et la subdivision de ces 2 grandes classes ? » « Je ne m'en doute pas, » répondit le Canadien. « Eh bien, ami Ned, écoutez et retenez. Les poissons osseux se subdivisent en 6 ordres. Primo, les acanthoptérygiens, dont la mâchoire supérieure est complète, mobile, et dont les branchies affectent la forme d'un peigne. Cet ordre comprend 15 familles, c'est-à-dire les 3/4 des poissons connus. Type, la perche commune. « C'est bon à manger, » répondit Ned Land. Secondo, reprit Conseil, les abdominaux, qui ont les nageoires ventrales suspendues sous l'abdomen et en arrière des pectorales, sans être attachés aux os de l'épaule. Ordre qui se divise en 5 familles et qui comprend la plus grande partie des poissons d'eau douce. Type, la carpe, le brochet. « Peuh !» fit le Canadien avec un certain mépris. « Des poissons d'eau douce.
Tertio, dit Conseil, les subbrachiens, dont les ventrales sont attachées sous les pectorales et immédiatement suspendues aux os de l'épaule. Cet ordre contient 4 familles, type, pli, limande, turbo, barbu, sol, etc. « Excellent, excellent !» s'écriait le harponneur, qui ne voulait considérer les poissons qu'au point de vue comestible. Quarto, reprit Conseil sans se démonter, les apodes, au corps allongé, dépourvus de nageoires ventrales et revêtus d'une peau épaisse et souvent gluante. Ordre qui ne comprend qu'une famille, type, l'anguille, le gymnote. « Médiocre, médiocre !» répondit Ned Land. Quinto, dit Conseil, les lophobranches, qui ont les mâchoires complètes et libres, mais dont les branchies sont formées de petites houppes, disposées par paires le long des arcs branchiaux. Cet ordre ne compte qu'une famille. Type, les hippocampes, les pégases dragons. « Mauvais, mauvais !» répliqua le harponneur. Sexto, enfin, dit Conseil, les plectoniates, dont l'os maxillaire est attaché fixement sur le côté de l'intermaxillaire qui forme la mâchoire, et dont l'arcade palatine s'engraine par suture avec le crâne, ce qui la rend immobile. Ordre qui manque de vraies ventrales, et qui se compose de 2 familles, type les tétrodons, les poissons-lunes. « Bon à déshonorer une chaudière !» s'écria le Canadien. « Avez-vous compris, ami Ned ?» demanda le savant Conseil. « Pas le moins du monde, ami Conseil !» répondit le harponneur. « Mais allez toujours, car vous êtes très intéressant. » Quant aux poissons cartilagineux, reprit imperturbablement Conseil, ils ne comprennent que 3 ordres. « Tant mieux !» fit Ned. Primo, les cyclostomes, dont les mâchoires sont soudées en un anneau mobile et dont les branchies s'ouvrent par des trous nombreux, ordre ne comprenant qu'une seule famille. Type, la lamproie. « Faut les aimer !» répondit Ned Land. Secondo, les sélaciens, avec branchies semblables à celles des cyclostomes, mais dont la mâchoire inférieure est mobile. Cet ordre, qui est le plus important de la classe, comprend 2 familles, type la raie et les squales. « Quoi ?» s'écria Ned. « Des raies et des requins dans le même ordre !» Eh bien, ami Conseil, dans l'intérêt des raies, je ne vous conseille pas de les mettre ensemble dans le même bocal. Tertio, répondit Conseil, les sturioniens, dont les branchies sont ouvertes, comme à l'ordinaire, par une seule fente garnie d'un opercule, ordre qui comprend 4 genres, type les sturgeons. Ah, ami Conseil, vous avez gardé le meilleur pour la fin, à mon avis du moins. Et c'est tout ? Oui, mon brave Ned, répondit Conseil, et remarquez que, quand on sait cela, on ne sait rien encore, car les familles se subdivisent en genres, en sous-genres, en espèces, en variétés. Eh bien, ami Conseil, dit le harponneur, se penchant sur la vitre du panneau. Voici des variétés qui passent. Oui, des poissons, s'écria Conseil. On se croirait devant un aquarium. Non, répondis-je, car l'aquarium n'est qu'une cage, et ces poissons-là sont libres comme l'oiseau dans l'air. Eh bien, ami Conseil, nommez-les donc, disait Ned Land. Moi, répondit Conseil, je n'en suis pas capable. Cela regarde mon maître. Et en effet, le digne garçon, classificateur enragé, n'était point un naturaliste, et je ne sais pas s'il aurait distingué un thon d'une bonite. En un mot, le contraire du Canadien, qui nommait tous ses poissons sans hésiter. Un baliste, avais-je dit. Et un baliste chinois, répondait Ned Land. Genre des balistes, famille des sclérodermes, ordre des plectoniates, murmurait Conseil. Décidément, à eux deux, Ned et Conseil auraient fait un naturaliste distingué. Le Canadien ne s'était pas trompé. Une troupe de balistes à corps comprimé, à peau grenue, armés d'un aiguillon sur leur dorsale, se jouait autour du Nautilus et agitait les 4 rangées de piquants
qui hérissent chaque côté de leur queue. Rien de plus admirable que leur enveloppe, grise par-dessus, blanche par-dessous, dont les taches d'or scintillaient dans le sombre remous des lames. Entre eux ondulaient des raies, comme une nappe abandonnée au vent, et parmi elles j'aperçus, à ma grande joie, cette raie chinoise, jaunâtre à sa partie supérieure, rose tendre sous le ventre et munie de 3 aiguillons en arrière de son œil, espèce rare et même douteuse au temps de Lacépède, qui ne l'avait jamais vue que dans un recueil de dessins japonais. Pendant 2 heures, toute une armée aquatique fit escorte au Nautilus, au milieu de leurs jeux, de leurs bonds, tandis qu'ils rivalisaient de beauté, d'éclat et de vitesse. Je distinguais le labre vert, le mule barberin marqué d'une double raie noire, le gobier éléotre à caudale arrondie, blanc de couleur et tacheté de violet sur le dos, le scombre japonais, admirable maquereau de ces mers, au corps bleu et à la tête argentée, de brillants azurors, dont le nom seul emporte toute description, des spares rayés, aux nageoires variées de bleu et de jaune, des spares facés, relevés d'une bande noire sur leur caudale, des spares zénophores, élégamment corsetés dans leurs 6 ceintures, des holostones, véritables bouches en flûte ou bécasses de mer, dont quelques échantillons atteignaient une longueur d'1 mètre, des salamandres du Japon, des murènes échidnés, longs serpents de 6 pieds, aux yeux vifs et petits, et à la vaste bouche hérissée de dents, etc. Notre admiration se maintenait toujours au plus haut point. Nos interjections ne tarissaient pas. Ned nommait les poissons, Conseil les classait. Moi, je m'extasiais devant la vivacité de leurs allures et la beauté de leurs formes. Jamais il ne m'avait été donné de surprendre ces animaux vivants et libres dans leur élément naturel. Je ne citerai pas toutes les variétés qui passèrent ainsi devant nos yeux éblouis, toute cette collection des mers du Japon et de la Chine. Ces poissons accouraient, plus nombreux que les oiseaux dans l'air, attirés sans doute par l'éclatant foyer de lumière électrique. Subitement, le jour se fit dans le salon. Les panneaux de tôle se refermèrent. L'enchanteresse vision disparut. Mais longtemps, je rêvais encore, jusqu'au moment où mes regards se fixèrent sur les instruments suspendus aux parois. La boussole montrait toujours la direction au nord-nord-est. Le manomètre indiquait une pression de 5 atmosphères correspondant à une profondeur de 50 mètres, et le loch électrique donnait une marche de 15 miles à l'heure. J'attendais le capitaine Nemo, mais il ne parut pas. L'horloge marquait 5 heures. Ned Land et Conseil retournèrent à leur cabine. Moi, je regagnai ma chambre. Mon dîner s'y trouvait préparé. Il se composait d'une soupe à la tortue, faite des carrés les plus délicats, d'un surmulet à chair blanche, un peu feuilleté, dont le foie préparé à part fit un manger délicieux, et de filets de cette viande de l'Holocant empereur, dont la saveur me parut supérieure à celle du saumon. Je passai la soirée à lire, à écrire, à penser. Puis, le sommeil me gagnant, je m'étendis sur ma couche de zostère et je m'endormis profondément pendant que le Nautilus se glissait à travers le rapide courant du fleuve Noir.